Alors, Anne-Marie Châtelet me demande de vous rappeler que cet excellent livre sur l'école d'architecture de Strasbourg, avec un volume de textes historiques et un volume de dessins retrouvés dans les archives familiales des uns et des autres. Donc ce livre très très précieux qui sera bientôt un collector, absolument. Il faut que vous alliez l'acheter jusqu'à l'heure du déjeuner, car après, il disparaît. Il retourne dans les stocks de l'école, mais à un prix imbattable de 30 € que vous pouvez régler par carte bleue. Donc voilà. Donc voilà pour cette annonce. Quant à cette session, alors je ne saurais faire aussi bien que mon prédécesseur qui est parfait dans ce genre de rôle. Néanmoins, je vais tenter de m'approcher de cela. On a donc des sujets qui sont assez disparates. Vous l'avez compris, c'est parce qu'on a voulu faire une sorte d'état des lieux pour ce premier séminaire, avant des séminaires beaucoup plus thématisés pour les prochaines sessions. On a voulu aussi croiser les générations. On constate que ça fonctionne fort bien, donc on en est très, très heureuse, très heureux. Alors là, on a une génération intermédiaire. Vont parler d'abord Béatrice Gaillard et Isabelle Bradel pour nous présenter un métier et un réseau qui est quelque chose de vraiment très important dans les écoles d'architecture, qui est le problème des bibliothèques et des bibliothécaires. Et donc les bibliothécaires de toutes les écoles sont en réseau, je pense, et travaillent ensemble, et elles vont nous parler de cela. Et on sait tous à quel point, sans bibliothèque, il n'y a pas d'enseignement de l'architecture et, a fortiori, pas de recherche non plus. On posera les quelques questions que vous souhaiterez juste après leur intervention, parce que l'une d'entre elles doit partir. Donc on va moduler un peu comme ça. Et puis ensuite, Caroline Bauer, qui est architecte, diplômée de l'école de Nancy et docteur en histoire de l'art, va nous parler de cette dynastie nancéenne tout à fait importante qui est la famille André. Et puis Mercedes Vollet, que moi j'ai connue à UP1, ça ne rajeunit pas, et dont les recherches sont fort connues sur les rapports entre l'Égypte et la France au XIXe et au XXe siècle, nous parlera de l'aura de l'école des rôles en Égypte. Voilà, eh bien, commençons tout de suite. Bonjour à tous. Dans le cadre de ce programme de recherche, nous avons lancé un appel auprès de nos collègues des bibliothèques et des centres de documentation des écoles d'architecture qui possèdent des fonds anciens pour mener un travail commun sur ces fonds et tenter de faire ressortir les particularités, les similitudes ou les différences de ces différents fonds. Les écoles de Versailles et Nancy et Lyon étaient prêtes pour l'aventure, mais Lyon a rencontré des difficultés et actuellement a mis ce travail entre parenthèses. D'autres écoles se sont positionnées pour travailler sur les fonds de leur bibliothèque, mais plutôt en association avec des laboratoires de recherche. Alors pour l'heure, nous allons vous présenter brièvement l'état de nos recherches sur les bibliothèques de Nancy et de Versailles avec Béatrice Gaillard. Donc je vais commencer avec la bibliothèque de Nancy, dont l'histoire n'a pas été faite, donc je vais vous tracer quelques axes, mais c'en est tout à fait au début. Pour aborder l'histoire de la bibliothèque de Nancy et de la constitution de son fonds, j'ai mené une série d'entretiens
avec des documentalistes, les documentalistes actuels et d'autres qui ont fondé la bibliothèque après la Réforme, au début des années 70. J'ai pu aussi questionner des enseignants qui ont commencé leurs études à l'école des Beaux-Arts et qui ont connu le passage vers la nouvelle école, ainsi que d'autres qui ont débuté leurs études tout à fait après la Réforme. Cela m'a permis de reconstituer les grandes lignes de l'histoire de la bibliothèque, totalement liées à celle de l'école bien sûr, et les tables rondes d'hier après-midi m'ont apporté des explications et des éclairages que je n'avais pas eu sur la constitution du fonds actuel de la bibliothèque. Donc en 1969, l'école d'architecture de Nancy se crée et devient UP17. Alors, à partir des plans donc, à partir des plans de l'école conçus en 70 par Michel Foliasson et Jacques Binoux, qui sont conservés à la bibliothèque, nous avons pu suivre l'évolution des espaces qui lui étaient affectés. En octobre 70, la bibliothèque avait été définie dans le grand espace de l'école. Il y avait assez peu de choses de cloisonnées d'après les souvenirs des premiers étudiants, l'administration, la bibliothèque, et puis 4 blocs avec des salles de cours fermées et des sanitaires, je crois. Alors l'espace de la bibliothèque était finalement réduit et les cours se tenaient dans les salles, mais aussi dans cette partie atelier au centre. Au fur et à mesure, des cloisonnements sont apparus parce que c'était nécessaire visiblement pour cloisonner et rendre la vie plus agréable dans l'école. Et donc la bibliothèque a aussi évolué jusqu'à devenir j'ai appelé ça un pôle dans l'école, enfin c'est ce qu'on m'a dit. C'est-à-dire que voilà, la bibliothèque a occupé tout le secteur que j'ai mis ici en bleu. Donc vous voyez un peu les cloisonnements du centre. Et puis la bibliothèque s'est agrandie puisqu'elle est devenue... elle s'est agrandie exactement d'une salle de consultation, d'une diathèque, d'une cartothèque et de bureaux. Alors je reviens un tout petit peu en arrière pour dire qu'à Nancy, comme vous l'avez compris hier à l'issue des tables rondes, le fonds ancien n'est pas fondateur de la bibliothèque de l'école. C'est plutôt dans la relation de proximité physique et intellectuelle entre la bibliothèque qui s'est appelée Centre d'information et de documentation et les enseignants, Philippe Goudon, Jean-Pierre Éperon, etc., qui étaient impliqués dans les recherches de l'époque et aussi avec le laboratoire SAMPA, qui se trouvait, je crois, situé tout près de la bibliothèque, que se trouve l'origine du fond de notre bibliothèque d'aujourd'hui. Alors, ça a été relayé aussi par un dynamisme et un professionnalisme des gens qui travaillaient à la bibliothèque à cette époque. Donc, nous allons esquisser ces différentes pistes. D'abord, la constitution du fonds en relation avec la recherche. Alors, afin de soutenir la nouvelle pédagogie après 68, des livres neufs sont achetés par l'administration de l'école à la demande des enseignants pour créer un socle de connaissances dans des domaines théoriques, comme on l'a vu hier, extrêmement vastes. La philosophie, les sciences sociales, l'histoire de l'art, l'histoire de l'architecture, de l'urbanisme, de la construction, ainsi que des monographies d'architectes contemporains, spécialement des modernes, sur lesquels il y avait rien qui provenait du fond de l'école des Beaux-Arts, ou très peu. Et aussi des livres plus politiques, puisque c'était la tendance de l'époque. Donc, moi, en regardant les cahiers d'inventaire, j'ai pu dire qu'en 1969, il y a environ 30 livres nouveaux qui ont été achetés. Et en 70, il y en a eu 740. Et en 73, on atteignait le numéro 1800 du cahier d'inventaire. Alors les liens et les interférences entre recherche, enseignement et documentation sont nombreux et se reflètent dans le bulletin d'information du centre de documentation qui s'appelle Niveau,
qui propose des approches thématiques comme architecture et lumière, copier n'est plus tricher, cimetière et mausolée, la parcelle étroite et encore bien d'autres thèmes, où des extraits d'articles, des bibliographies sont proposés. Alors, je dirais que ça paraissait... il a été même qualifié d'irrégulomadaire, parce que visiblement, sa parution était assez fluctuante. Alors, il serait intéressant d'explorer davantage les choses pour comprendre comment les thèmes de recherche développés dans le cadre du SAMPA ou dans le cadre des recherches menées à l'école se sont traduits dans les fonds de notre bibliothèque. Est-ce qu'on y trouverait les ouvrages de référence cités dans les recherches, et puis de voir quels sont les ouvrages marquants et qui éclairent davantage la relation avec l'enseignement. Donc il y a une deuxième partie qui est un aspect un peu plus bibliothèque, je vais dire, l'aspect plus professionnel. Donc de 71 à 73, le service passe de 1 à 3 personnes. L'activité s'organise rapidement sur la création d'outils permettant de mettre les fonds à disposition. Inventaire rétrospectif du fonds courant, catalogue matière, création d'un thésaurus et dépouillement partagé des revues. Alors je reviens sur la création du thésaurus puisqu'il n'y avait rien. Le thésaurus a été créé par un groupe de documentalistes et d'enseignants soutenu par le CERA, Centre d'études et de recherche en architecture du ministère de la Culture. Donc il y a eu un travail assez intense au départ pour créer des mots-clés, les organiser, etc. Et c'est l'embryon de notre thésaurus actuel. Le dépouillement partagé des revues a été un gros pôle de démarrage pour le réseau Archires, puisque ça s'est avéré rapidement très intéressant de partager ce travail énorme d'exploration dans toutes les revues qui existaient. Voilà, bon, le réseau s'est développé, maintenant il s'appelle Archires, donc je pense que vous en avez tous entendu parler, que vous connaissez notre base, notre catalogue. Pour compléter le pôle bibliothèque, un service audiovisuel est créé en 1974 qui prépare les diapos pour les cours. Et ces diapos sont souvent réalisés à partir des illustrations des livres. Alors, en 1975, on signale dans Niveau que les disparitions d'ouvrages correspondent à la moitié du budget à peu près. Bon, ça vous situe un peu l'état d'esprit, la considération pour les ouvrages qui semblaient vraiment très importants puisqu'on les volait. Alors en 80, on fait un premier écolement et on pose des antivols sur les livres et les revues. Voilà, on se professionnalise au fur et à mesure. Donc, de par son lien avec des chercheurs, le centre de documentation est impliqué aussi dans la découverte et l'étude de fonds d'archives d'architectes qui donnent lieu à des expositions. Donc en 1976, il y a une ancienne architecture 1900, en 1977, une exposition sur l'architecte Legrand, en 1989 sur Hornecker et quelques autres encore. Ces liens vont aboutir à la création des archives modernes de l'architecture lorraine, à Mal, en 1987, qui permet aussi de séparer cette activité archivistique de l'activité bibliothèque de l'école. Alors c'est dans le cadre de la création d'Amal, en fait, au moment du travail sur l'architecte Joseph Hornecker, que le fonds ancien va être augmenté de façon significative. Alors comme dans d'autres écoles, une partie du fonds de la bibliothèque de l'école des Beaux-Arts a été donné à la bibliothèque de l'école d'architecture au moment de la séparation. Donc des livres anciens, certains portant des estampilles, dont je vous ai mis un exemple ici. Voilà, si je prends alors toutes sortes d'estampilles, j'ai commencé à en faire un petit inventaire, mais je n'ai pas encore pu tout explorer. Donc École régionale d'architecture, École nationale supérieure des beaux-arts, et aussi des tampons d'atelier, Atelier Questel, Pascal, De Glane.
Alors, au dire des étudiants de l'époque, ces livres n'étaient absolument pas utilisés, parce qu'à l'école des Beaux-Arts, en fait, ils ne sortaient pas de la bibliothèque. Dans les ateliers, on m'a dit qu'il y en avait vraiment très peu, enfin dans l'atelier d'architecture de Nancy. Il y en avait quand même quelques-uns, visiblement, puisqu'on voit ici celui de Frank Lloyd Wright qui porte plusieurs tampons, entre autres atelier Foliasson et atelier Mienville. Ensuite, voilà, et puis donc on trouve le fameux tampon volé à l'atelier que tout le monde a vu dans sa bibliothèque. En 1988, une quarantaine de livres venant de l'architecte Decker sont inclus au fonds ancien, et l'inventaire du fonds ancien est réalisé seulement à cette période, vers 86-88. En 98, c'est l'agence du fonds Bourgon qui augmente la bibliothèque de 77 livres. Et puis cette année, l'école des Beaux-Arts déménage à Nancy et la bibliothèque nous a fait un don d'environ 137 livres dont elle souhaite se débarrasser et qui nous vont correspondre encore au fonds ancien et vont pouvoir intégrer notre fonds ancien. Voilà, ce fonds ancien, qui est le fonds de référence du laboratoire d'histoire de l'architecture contemporaine, n'a jamais été vraiment exploité en lui-même. Il mériterait d'être étudié plus précisément, comparé au fonds ancien d'autres écoles, afin d'acquérir davantage de reconnaissance pour l'histoire de l'enseignement de l'architecture. Donc maintenant, Béatrice Gaillard va vous présenter la bibliothèque de Versailles. Alors, la bibliothèque de Versailles n'a pas la même histoire, bien sûr, que celle de Nancy, puisqu'elle a été constituée à la suite de la réforme de l'enseignement de l'architecture dans les années 68-69. À ce moment-là, les livres ont revêtu pour les étudiants qui participaient à cette réforme une valeur symbolique, parfois même une valeur politique. Certains étudiants des futurs UP se sont employés à faire disparaître ces livres qui étaient les témoins de l'ancien enseignement qu'ils combattaient. C'était un geste, bien sûr, tout à fait pensé, réfléchi. D'autres étudiants, en revanche, ont pris les livres en question, les livres des ateliers dans lesquels ils étudiaient, sous l'égide d'un patron, pour les emmener dans leur future unité pédagogique. Alors, c'est le cas à Versailles, qui a été fondé par les étudiants de deux ateliers des Beaux-Arts, l'atelier Baudouin et l'atelier Aretsch, ou plutôt l'atelier Gromor-Aretsch, devenu atelier Aretsch. Ces trois personnages sont connus dans l'histoire de l'enseignement: Baudouin, Aretsch et Gromor. Gromor, un enseignant qui a énormément publié, qui a en revanche, à ma connaissance, pas construit. Ça fait partie de ces personnages enseignant l'architecture qui n'ont pas réellement été architectes. Et Baudouin, lui, meurt en 1968, mais Aretsch va continuer à enseigner à UP3 au début de la création d'UP3. Alors, les étudiants viennent avec leurs livres, conscients que dans le programme d'une unité pédagogique, il y avait une bibliothèque, manifestement. Et cela n'a pas été sans poser des problèmes à l'administration, parce que ces livres avaient été achetés par les étudiants de l'atelier, qui se constituaient des bibliothèques parallèles à la bibliothèque centrale de l'école des Beaux-Arts, pour pouvoir travailler, pour pouvoir préparer les concours, pour pouvoir faire leur fameux tubar à partir des différents modèles qu'ils pouvaient trouver dans les livres. Ces livres étaient cédés d'atelier en atelier. Lorsqu'on reprenait un atelier, on reprenait aussi sa bibliothèque. Ils étaient achetés collégialement par les massiers, qui constituait une cagnotte qui était gérée par les anciens. C'était très hiérarchisé. Mais dans le fond, puisque ces livres avaient été achetés avec l'argent des massiers, à qui appartenaient-ils vraiment ? Il y a donc une convention passée entre l'école et un représentant des ateliers, qui était Philippe Paneret, convention qui a été signée, mais qui a depuis lors disparu, et qui est connue par les témoignages de Dominique Audouin,
qui a fait toute sa carrière à l'unité pédagogique de Troyes d'abord, puis à l'école d'architecture, puis à l'école nationale supérieure d'architecture, qui nous a permis de reconstituer un petit peu l'histoire de ces fonds. Et grâce à cela, nous avons commencé à exploiter cette bibliothèque qui a été le premier fonds utilisé par les étudiants. Toutefois, cette bibliothèque est très vite partie dans un endroit appelé la réserve, une espèce d'endroit sans lumière, sans fenêtre, tout noir, dans lesquels nous conservons encore dans des conditions pas forcément formidables ces fonds anciens. Et en 2009, nous avons décidé avec Jörn Garleff, Anne-Marie Châtelet, et grâce au travail méticuleux et rigoureux de Charam, que je salue ici, nous avons étudié un petit peu mieux ces fonds, et c'est passé tout d'abord par un inventaire, c'est-à-dire que ce fonds, depuis 1969 jusqu'à 2009, ça n'a jamais été inventorié. Voilà, c'était assez curieux. Nous l'avons inventorié, nous avons relevé les stigmates de ces ouvrages qui ont été stigmatisés de différentes façons, on va dire. Déjà parce qu'ils ont été beaucoup utilisés. J'ai vu que dans d'autres bibliothèques, on disait que les livres n'avaient pas été utilisés, mais nous aussi, ils ont été utilisés. Certaines pages ont été arrachées. À la fin, en 68-69, tous n'étaient plus vraiment utilisés. Et Jean Castex, dans une sortie mémorable, ne se souciant pas de mon petit cœur de bibliothécaire, m'a quand même confié, mais ces ouvrages, de toute façon, on ne s'en servait plus. On ne les lisait plus, d'ailleurs, ils étaient rangés sous les lavabos. Ça, je m'en serais un petit peu douté, vu l'état de certains. Et donc, oui, effectivement, il y a toute une analyse à faire par rapport au rapport entre les étudiants et leurs livres. Alors, cette analyse est apparue à moi de façon très physique parce qu'un jour, je me suis fait tomber un volume de Gayabo sur le pied. Et cette chute a eu une retombée parce que j'ai ouvert le livre en me disant « Mais enfin, franchement, il faisait quoi avec ces livres là ?» Et j'ai commencé à me dire « Mais dans le fond, est-ce que ces livres étaient vraiment utiles aux étudiants ? Est-ce qu'ils ont voulu se débarrasser de ces livres, dans le fond, en se disant on va quand même pas les jeter, ils ont une certaine valeur ?» Et parce que je me suis rendu compte que dans les années 70, il y avait beaucoup d'ouvrages qui manquaient. Il y avait beaucoup de livres, certes, il y avait les Gayabo, il y avait le Tarouilly, il y avait les dessins de Mariette, réédités par Haute-Cœur. Mais il manquait, déjà il n'y avait aucun Le Corbusier. Alors bon, on sait que dans l'atelier Le Maresquier, Le Corbusier n'était pas franchement prisé. Anne-Marie l'a très bien montré dans son ouvrage sur le métier d'architecture, mais il manquait pas mal de choses. Il y avait quelques ouvrages d'urbanisme qui commençaient à poindre leur nez dans les fonds. Et effectivement, Arèche et Baudouin ont quand même été reconnus pour leur œuvre en tant qu'urbanistes. Il y avait des ouvrages sur la photographie aérienne, ça c'est intéressant, ça se développe aussi dans ces moments-là. Il y a beaucoup d'ouvrages, des guides de voyage. Et la question est de se dire, est-ce que finalement cette bibliothèque est une sorte de bibliothèque idéale ou bien un reliquat des fonds d'atelier, quoi, en quelque sorte. Donc ça c'est une piste qu'il faudrait creuser. Et je fais d'ailleurs une demande, j'ai un souhait, j'ai un rêve, ça serait que tous les anciens étudiants des écoles me disent quels étaient leurs livres cultes. Ça serait vraiment passionnant de savoir quels ont été les livres qui ont marqué leur parcours dans les écoles d'architecture. Donc moi j'aimerais bien avoir cette cartographie pour mieux comprendre aussi les fonds. Ces fonds, d'une façon matérielle, ont été inventoriés dans 2 petits cahiers que nous gardons bien précieusement, où nous comptons 1256 volumes. Alors ça a l'air bien comme ça, mais ces 1256 volumes, ce sont les monographies et les périodiques confondus. 696 volumes proviennent de l'atelier Baudouin, 560 de l'atelier Grosmort. Ça, c'est la bibliothèque idéale parce qu'en fait, quand on refait l'inventaire 40 ans après, on n'en retrouve plus autant. Certains ont disparu, volés, d'autres ont disparu parce que leur état, vraiment, c'était plus possible, quoi. Ils n'ont pas été conservés, il manquait trop de pages, par exemple. Et parmi les stigmates que je vous signalais sur ces ouvrages, on a les tampons.
Des tampons simples, atelier Baudouin, atelier Gadet, des tampons plus développés. Cet ouvrage ne peut être vendu car ayant été dérobé à l'atelier. Voilà, donc ça c'était un gros tampon. Et d'autres plus raccourcis, volés à l'atelier Gros-Moraretsch. Cette façon d'estampiller les livres, bien sûr, c'est une pratique générale. On le voit à Nancy, on le voit dans d'autres écoles, notamment à Lyon, où on retrouve l'atelier Tony Garnier. Et pour nous, ça nous offre aussi une piste de recherche pour tracer, en quelque sorte, l'histoire des livres, voir s'il y a des échanges entre bibliothèques. L'atelier de Glane, on l'envoie à Nancy, on le retrouve à Versailles, peut-être qu'on le retrouvera dans une autre école. Et pour nous, à Versailles, nous avons les livres de l'atelier Paulin, Gadet, de Glane, Expert, Moyot, Pascal, Paccard, André, et le fameux, excusez-moi, je vais écorcher son nom, Umdenstock. Je ne sais pas comment. Umdenstock. Voilà. Alors, quand on le lit, quand on l'entend, c'est différent. Il faut que je conclue, mais ça tombe très bien puisque j'en arrivais là. Donc toutes ces constatations ont fait naître un certain nombre de pistes de recherche, d'axes de recherche, qui restent ouverts aux autres écoles d'architecture qui vont, je l'espère, être tellement intéressées et passionnées par leur fond qu'elles vont se joindre à nous. Et donc nous avons beaucoup d'espoir d'arriver à des conclusions pertinentes sur le lien entre le livre et l'enseignement de l'architecture, ou bien la discorde entre le livre et l'enseignement de l'architecture, puisque j'ai appris hier, avec stupéfaction, qu'il ne fallait lire que 2 livres d'architecture pour devenir enseignant. Je vous remercie. Alors, s'il y a une ou deux questions, on les prend maintenant. S'il y a une discussion plus générale sur les bibliothèques, on va la remettre à la fin pour avancer et ne pas prendre trop de retard sur notre programme. Bon. Donc, je suggère qu'on continue et puis s'il y a des remarques sur les bibliothèques, on les formulera en fin de séance. Voilà, donc je souhaitais déjà remercier les organisateurs de me permettre de parler aujourd'hui d'une stratégie de formation, celle de Jacques et Michel André, qui sont architectes et ingénieurs. Et cette communication aujourd'hui s'inscrit en fait dans un travail plus large que j'ai mené sur l'agence André, particulièrement donc sur ces 2 figures que sont Jacques et Michel, dans le cadre de ma thèse de doctorat. Donc cette agence dynastique qui domine finalement le paysage de la ville de Nancy va mettre en place durant plusieurs générations des stratégies professionnelles afin de pérenniser et de développer son activité. Donc il faut déjà que je revienne un petit peu sur justement cette dynastie, puisque je vais beaucoup utiliser les prénoms dans ma communication, donc il faut avoir en tête un petit peu les différentes générations. Cette famille André a des liens avec la construction dès le XVIIIe siècle, mais c'est surtout sous l'action de Charles André, qui débute son activité au début de la Troisième République, que l'agence va vraiment développer son emprise sur le territoire lorrain. Puisque Charles André est à la fois architecte départemental, il est aussi impliqué dans le conseil municipal, et il va aussi participer à la mise en place du mouvement d'école de Nancy, l'Alliance provinciale des industries d'art, qui est fondée en 1901, mais qui prend ses sources plus tôt, et justement dont son fils Émile André va être l'un des grands représentants pour le courant architectural. À son tour, Émile André va avoir 2 enfants et va à son tour essayer de pérenniser son agence à travers ses 2 fils. Et pour cela, ces 2 fils vont être formés de manière différente, puisque Jacques André, l'aîné, va intégrer naturellement, lorsqu'on veut être architecte, l'école parisienne des Beaux-Arts. Mais par contre, Michel André, son cadet d'1 an, lui va être formé à l'école centrale des arts et manufactures en tant qu'ingénieur.
Donc finalement, c'est une activité en duo qui va se mettre en place à partir de la fin des années 20 avec ces deux frères. Et donc, il est vrai que ces collaborations entre frères sont assez courantes dans le milieu de l'architecture. Elles sont souvent l'héritage finalement d'une famille, qu'on pense à la famille Perret, ou par exemple aux frères Édouard et Jean Niermans. Mais finalement, l'activité en duo entre un architecte et un ingénieur est plus rare, en tout cas j'en connais beaucoup moins d'exemples, notamment celle de Paul Labbé avec Gaston Neynaud qui ont une activité tous les deux ensemble à Nice, puisque souvent lorsque il y a cette double formation architecte-ingénieur, c'est souvent leur nom propre que les acteurs les mettent en place, notamment par exemple avec Jacques Dwels qui exerce à Bordeaux et qui est à la fois architecte mais aussi ingénieur de l'école centrale, ou bien par exemple Georges Toury qui est lui polytechnicien et architecte. Donc aujourd'hui, ce que je souhaiterais développer dans ma communication, c'est essayer de comprendre les objectifs de la mise en place de ce duo architecte-ingénieur. Donc comprendre donc les objectifs qui en ont été à l'origine, et puis bien sûr d'en analyser finalement les retombées sur l'activité de cette agence André. Donc pour cela, il faut replacer déjà Nancy dans son contexte, celle d'une capitale de l'Est de la France à partir de 1870, de l'annexion de l'Alsace-Lorraine, et donc d'un important développement économique et démographique de cette ville entre 1870 et 1914. On va passer d'activités artisanales au développement d'importants complexes industriels, que ce soit comme ici des faïenceries, de la sidérurgie, de la brasserie, de la meunerie, de la tonnellerie, autour de Nancy et plus largement dans l'ensemble du bassin meurthe-et-mosellan. Donc ce développement industriel important va permettre aux industriels d'investir les champs, les domaines finalement de la cité, les domaines scientifiques, universitaires, culturels, artistiques, par des actions de mécénat, mais aussi par les actions qui vont mener au mouvement de l'école de Nancy, puisqu'il prend part finalement au départ par les industriels d'art. Et les figures donc, de Charles André et Émile André, le père et le grand-père de nos protagonistes Jacques et Michel, vont prendre part à ce formidable essor industriel de la ville, puisque Charles André va être sollicité par des soudières, les soudières Solvay, dès 1895, tandis que Émile André, à partir du milieu des années 1900, va collaborer de manière régulière avec ces grands industriels, notamment par son activité sur le logement, et notamment par l'activité qu'il va mettre en place en collaboration avec Jean Walter dans les années 1910 et jusqu'à la Première Guerre mondiale, en réalisant un certain nombre de cités-jardins, et Jean Walter est l'un de ces grands représentants du mouvement des cités-jardins en France. Mais finalement, cette activité de Charles et Émile André dans le milieu industriel se cantonne spécifiquement à la construction de logements ou d'équipements pour les cités, mais pas sur les lieux mêmes de production de l'industrie. Et finalement, ça devient tout à fait stratégique d'essayer d'investir plus largement ce monde industriel et ces lieux mêmes de production. Et pour pouvoir investir finalement ces milieux de l'industrie plus largement, la formation d'ingénieurs va permettre, dans ce duo d'architectes-ingénieurs, de fournir des connaissances spécifiques dans le domaine de la technique, dans le domaine des matériaux, et finalement aussi de pallier à un déficit qui existe à cette époque bien précise du début des années 20 à l'école des beaux-arts. Puisque les frères André vont achever leurs études secondaires au tout début des années 20, dans un lycée Poincaré à Nancy. Et à ce moment-là, l'école centrale des arts et manufactures professe des leçons sur la construction métallique et sur le béton armé, tandis qu'à l'école des beaux-arts, il faut attendre les années 30 pour que l'enseignement technique arrive plus largement, puisque c'est essentiellement la composition qui est enseignée à l'école des beaux-arts. Il y a toutefois un projet de modernisation de cet enseignement à l'école des beaux-arts qui est initié en 1921 par Édouard Arnaud, mais qui finalement n'enseigne que des cours de construction générale et pas des cours plus spécifiques sur les nouvelles techniques, sur les nouveaux matériaux.
Les conférences sur le béton à l'école des Beaux-Arts vont intervenir qu'en 1932, sous la houlette d'Emmanuel Pontremoli, qui est alors le nouveau directeur. Et ce qui est assez intéressant de constater, c'est que finalement l'ensemble des conférenciers qui sont sollicités sur ces questions à l'école des Beaux-Arts sont issus de l'école centrale des arts et manufactures et montrent bien finalement l'influence que celle-ci a dans ce domaine. Donc c'est pour ça que Michel André va donc se former à l'école centrale des arts et manufactures qui propose un concours d'entrée. Donc Michel André va le réussir en 1925. Et à cette époque, l'école centrale propose un cursus en 3 années qui va regrouper à la fois des cours théoriques, des cours de travaux pratiques, des visites de chantier, des manipulations, sous la forme d'un contrôle continu de connaissances. Donc je vous ai mis ici un extrait justement de ce dossier scolaire. Je précise que justement l'école centrale de Paris m'a fourni ce dossier par voie postale et ils sont tout à fait enclins à communiquer les dossiers d'ingénieurs de manière vraiment facilitée. Et donc, après une première année généraliste, il y a 4 spécialités qui sont proposées à l'école centrale à partir de la 2e année, la mécanique, la chimie, la métallurgie et la section construction, que donc Michel André va intégrer en 1926. Cette section construction, qui va donc se dérouler sur 2 années, est composée de 70 leçons de construction civile, qui vont s'enrichir de différentes études, de compositions, de conférences, de relevés topographiques, de plans. Dans un premier temps, les étudiants vont s'intéresser aux matériaux, à leur utilisation, et vont procéder à 2 manipulations, l'une à l'école, l'une sur un chantier directement. Et puis l'année suivante, ils vont étudier la technique du bâtiment. Ils se spécialisent sur les détails relatifs aux différents corps d'État, vont développer l'infrastructure des voies de communication, les ouvrages d'art en maçonnerie, les voies fluviales. Et on constate toutefois que l'apprentissage de la composition n'est pas totalement exclu, puisqu'il y a aussi 5 conférences qui sont données en 2e année sur la recherche du plan qui est à adopter. Donc, tandis que Michel André se forme pendant 3 années à l'école centrale, son frère Jacques André, lui, intègre déjà dans un premier temps l'école régionale à Nancy, puis l'école des Beaux-Arts à Paris, où il va rester de 1923 à 1932, donc un cursus assez long, pratiquement 10 ans, ce qui était très courant à l'époque, au sein d'un atelier extérieur qui est celui justement de Hundenstock et Tournon. Cet atelier qui, comme le disait Georges-Henri Pinguisson, est un côte-à-côte paradoxal, puisqu'il associe finalement la figure très traditionnaliste et polémiste de Hundenstock à Paul Tournon, qui lui était engagé plutôt dans une pédagogie beaucoup plus moderne, et qui finalement va prendre fin assez rapidement, cet atelier. Et alors même que Jacques André n'est pas encore diplômé, il va travailler avec son frère dans l'agence familiale que tient donc Émile André au numéro 1 de la place Stanislas à Nancy. Donc ils vont commencer une collaboration à 3, le père et ses 2 fils, à la fin des années 20, dès que Michel André est diplômé en fait. Et c'est en 1933, lorsque Émile André va décéder, que les 2 frères, Jacques et Michel André, vont reprendre l'agence en leur nom. Et donc, dès cette collaboration entre les 2 frères, il y a un partage des tâches qui s'effectue de manière assez naturelle. En tant qu'architecte diplômé de l'école des Beaux-Arts, Jacques André est la figure tutélaire de l'agence, celui qui tient salon dans son appartement, puisqu'il habite juste à côté de l'agence, il n'y a qu'une porte qui sépare l'agence de son domicile. Et Michel, l'ingénieur, va plutôt assurer la gestion plus pragmatique de l'agence, effectuer certains calculs, effectuer les devis. Il va s'occuper des questions techniques, des travaux industriels, mais il est aussi chargé des programmes de logements sociaux dont s'occupe l'agence André dès la fin des années 20. Il faut quand même constater que cette formation d'ingénieur de Michel André ne va pas complètement révolutionner l'organisation traditionnelle d'une agence d'architecture, c'est-à-dire que s'il effectue certains calculs, il y a toutefois des bureaux qui sont spécifiquement engagés pour des calculs qui sont plus poussés. Et cette répartition des tâches, donc, qui s'effectue de manière assez naturelle entre l'architecte et l'ingénieur, va aussi se doubler d'une répartition finalement des réseaux professionnels,
puisque en tant qu'architecte des beaux-arts, et sûrement aussi dû à un certain caractère des deux protagonistes, dès les années 20, Jacques André va tisser des liens avec les milieux artistiques et architecturaux parisiens, notamment dans un premier temps via le comité Nancy-Paris, via également le groupement surréaliste. Et puis au milieu des années 30, il va rejoindre l'Union des artistes modernes, l'UAM, la Société des architectes modernes, la SAM, et il va aussi intégrer le cercle de la revue L'Architecture d'aujourd'hui. Finalement, en quelques années, il va devenir une figure provinciale d'importance dans cette scène parisienne. Il va même obtenir le titre de correspondant pour l'Est de la France de la SAM et de l'architecture d'aujourd'hui, ce qui va lui donner finalement une stature de représentant de l'architecture moderne dans le territoire lorrain. Cette implication de Jacques André dans ces réseaux va permettre à l'agence bien sûr de développer sa notoriété, de promouvoir son activité, en plus des relations qui ont été nouées strictement dans le milieu nancéen, dans le milieu de la construction déjà par les générations précédentes. Et tandis que Jacques, donc que l'on voit à gauche l'architecte, s'investit dans ces groupements plutôt nationaux, voire internationaux, Michel André, lui, va s'intéresser plutôt aux cercles locaux et en particulier, il va développer ses relations avec les cercles d'ingénieurs et d'industriels. Il va donc intégrer la branche locale du Rotary Club, où il peut rencontrer de nombreux diplômés de l'école centrale. L'association nancéienne du Rotary Club est créée en 1929. Elle est composée d'une majorité d'industriels, parmi lesquels Antoine Trampitsch des brasseries de Champignol, Marcel Villegrain des Grands Moulins du même nom, ou encore André Grandpierre de la Société des Hauts Fourneaux et Fonderies de Pont-à-Mousson. Cette association du Rotary Club de Nancy est placée sous la présidence d'Henri Brun, qui lui-même est président de la Société industrielle de l'Est. Et ce sont encore les mêmes familles d'industriels, dont je vous épargnerai la liste, se retrouvent également dans la Chambre de commerce. Donc on a toujours ces grandes figures que l'on retrouve dans ces différentes institutions. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que déjà, aux générations précédentes, celles d'Émile André et de Charles André, ceux-ci avaient déjà finalement intégré ces réseaux des industriels dans le tournant du XXe siècle, puisque Charles André participait aux visites qui étaient organisées par la Chambre de commerce en 1908. Donc là, on voit une image d'une visite d'une usine à Auboué sur la photo de gauche. Et Émile André faisait, quant à lui, partie de la Société industrielle de l'Est à partir du milieu des années 1900, notamment lorsqu'il a commencé sa collaboration avec Jean Walter. Et père et fils, Charles André et Émile André, probablement plutôt sous l'action de Charles André, ont également investi dans une compagnie, la Compagnie Générale Électrique, qui avait pour ambition de produire des moteurs et divers équipements électriques pour l'industrie, avec notamment d'autres investisseurs de ce même monde, de l'industrie et de la construction. Et finalement, cet investissement, donc, qui perdure de génération en génération dans le milieu industriel, va réellement porter ses fruits à la génération de Jacques et Michel André, dès l'entre-deux-guerres et beaucoup plus largement après la Seconde Guerre mondiale. Puisque je citerai une citation de l'architecte André Croiset en 1946, dans un article issu de la revue Technique et Architecture, puisque c'est vraiment cet article qui m'a permis en fait, de comprendre cette stratégie vis-à-vis du monde industriel. Il dit « Les industriels ayant fréquemment reçu l'enseignement de l'ingénieur, ils choisissent de préférence les techniciens de leur discipline plutôt qu'un architecte pour leur confier l'édification de leurs usines et même de leurs cités. » Et il est vrai, quand on regarde toute la production finalement de cette agence André, que les grands patrons que Michel André côtoie au sein du Rotary Club, de la Société industrielle de l'Est ou de la Chambre de commerce sont en effet à l'origine de nombreuses commandes passées aux frères André. Et ceci donc dès les années 30, là on voit plutôt une iconographie après la Seconde Guerre mondiale, mais Jacques et Michel André vont construire pour des secteurs industriels très diversifiés, que ce soit dans le domaine alimentaire, pour des moulins, chocolateries, vinaigreries, entrepôts frigorifiques, caves, salines, dans le domaine textile, chaussures, filatures, tissage, flanelle, tricoterie, lingerie, bonnetterie, ou pour d'autres industries telles que des cristalleries, des pneumatiques, la presse ou encore l'électricité. Et
cette activité qui va réellement prendre toute son importance après la Seconde Guerre mondiale, notamment en raison de la reconstruction d'appareils de production, mais aussi d'un formidable essor plus particulier en Lorraine, qui est le développement très important de la sidérurgie en Lorraine, qui va d'ailleurs être cette période de grande croissance de la sidérurgie lorraine est symbolisée par cette expression du Texas français que représente alors la Lorraine dans les années 50. Et donc l'agence André va réellement profiter de cet essor industriel et sidérurgique à partir des années 50 et encore durant les années 60. Elle va notamment intervenir de manière particulièrement importante pour une autre compagnie, la Compagnie des Forges de Châtillon-Commentry et Neuve-Maison, qui produit des produits longs, des rails, des fines machines. Et ils vont déjà intervenir pour cette compagnie dans la réalisation de la centrale thermique de l'usine, puisqu'ils ont eu une activité préalable dans le domaine de l'électricité, notamment en lien avec cet investissement de Charles et Émile André dans une compagnie électrique. Puis ils vont rapidement intervenir dans l'ensemble des domaines de l'usine et surtout dans l'ensemble des équipements qui sont liés à la vie ouvrière, que ce soit des écoles professionnelles, des écoles ménagères, des infirmeries, des stades, des colonies de vacances, des coopératives alimentaires et bien évidemment aussi le logement ouvrier, puisque tous ces éléments sont réalisés sous l'égide du patron de l'usine. Donc, en ayant commencé une intervention sur la centrale thermique, ils étendent vraiment leur domaine d'action pour cette usine sur l'ensemble de ces équipements. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est d'étudier finalement leur action par rapport au logement, puisqu'en fait l'agence va participer au chantier d'autoconstruction de maisons individuelles ou de maisons en bande, donc c'est ce qu'on voit donc sur cette photo à droite, et va pendant une dizaine d'années développer finalement l'efficacité et la rentabilité de ces chantiers d'autoconstruction pour réussir à mettre en place des chantiers qui soient réellement plus efficaces avec les compétences qui peuvent être déployées par les ouvriers, mais aussi des compétences plus spécifiques qui doivent être prises en charge par certains spécialistes. Et finalement, avec la coopération du foyer Lorrain, qui est une ancienne coopérative immobilière qui est réactivée par l'usine, l'agence André va mettre en place les chantiers de 82 maisons d'autoconstruction, donc de ce mouvement Castor, et ce qui représente l'un des importants foyers Castor finalement de cette époque en France. À l'image donc de l'activité des frères André pour cette compagnie, ils vont devenir architectes attitrés de plusieurs sociétés et vont conserver leur statut pendant plusieurs décennies, vont transmettre de génération en génération ce statut. Ils vont devenir architectes de la Chambre de commerce en 1943 et surtout d'une autre institution en 1937 qui est la Société nancéienne de crédit industriel de dépôt, qui est en fait une banque locale qui, dès ses débuts, se présente comme l'une des principales banques de la sidérurgie lorraine. Donc elle va devenir, cette banque, un soutien très fidèle de l'agence, notamment on va lui donner un certain nombre de chantiers pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que l'activité est fortement ralentie. Mais c'est surtout un projet assez important qui va permettre à Jean-Luc André, qui est donc la génération suivante, puisque c'est le fils de Michel André, de mettre en œuvre ce centre administratif au début des années 70, à partir d'une forme pyramidale et sur la base d'un module hexagonal, avec une structure béton, mais aussi des panneaux préfabriqués, qui sont des panneaux de la compagnie Simt, donc d'après des brevets qu'a déposé Jean Prouvé. Et c'est cet édifice qui va permettre vraiment de lancer la carrière de Jean-Luc André, cette nouvelle génération qui se met en place à partir du milieu des années 60. Et je terminerai par le dernier projet qui finalement consacre les liens de l'agence André avec le monde industriel, puisque c'est ce projet du musée de l'histoire du fer qui est un projet initié par deux ingénieurs de formation et qui sont surtout des passionnés d'archéologie, qui sont Édouard Salin et Albert Fronslanor, et qui vont avoir cette formidable ambition de créer un musée sur l'histoire du fer, en créant totalement à la fois la collection,
en créant totalement la muséographie, en devant mettre en place la construction de locaux, en devant assurer le financement. Donc c'est un projet complètement ex nihilo qu'ils arrivent à mettre en place avec le soutien du milieu de la sidérurgie, et pour lequel les frères André vont mettre en place ce bâtiment dont on voit une image qui représente finalement ce système de portique métallique qui vient soutenir comme une boîte de verre complètement vitrée et qui est en fait qui présente des plateaux totalement flexibles pour les expositions. Ce bâtiment, il est inauguré en 1966 et il va recevoir l'équerre d'argent en 1969 et va devenir un petit peu le symbole de ces nouvelles possibilités du fer dans cette courte période de la fin des années 60 qui représente un peu un regain d'intérêt pour ce matériau fer, notamment après la destruction des halles de Baltard qui se sont passées finalement quelques mois auparavant, avant l'attribution de ce prix de l'équerre d'argent. Alors bien sûr, cette fin des années 60, c'est aussi le début du déclin de la sidérurgie. Et même si la Lorraine a une place assez hégémonique dans la situation française, la sidérurgie ne va jamais se relever. Ça mettra fin finalement à cette activité des André pour le monde de la sidérurgie et même plus largement dans le monde industriel. Juste pour conclure cette stratégie de formation, je voudrais juste revenir finalement sur des aspects un peu plus contemporains, puisque Jean-Luc André, donc, qui arrive au milieu des années 60, va s'associer donc à Jacques et Michel André, mais va également être associé en ce milieu des années 60, Claude Prouvé, qui a lui aussi une formation assez particulière, puisqu'il est diplômé de l'école des beaux-arts, il est architecte, mais en fait il s'est surtout formé sur le tas aux côtés de Jean Prouvé pendant toutes les années 50, et va avoir aussi une appréhension très spéciale du projet d'architecture, très influencé par son père. Et donc ces stratégies professionnelles se sont perpétuées jusqu'à aujourd'hui, puisque l'agence est encore en place actuellement sous l'égide d'Éric André, et actuellement l'agence qui a le chiffre d'affaires le plus important à Nancy, mais aussi dans toute la Meurthe-et-Moselle. Voilà, je vous remercie. Non, le débat est à la fin. On enchaîne? Oui, on enchaîne, oui. D'accord. Bien. On va continuer sur la thématique de l'ingénieur architecte d'une certaine manière, non pas d'une certaine manière, d'une manière tout court, pour parler d'un lieu de formation qui a vraiment disparu des radars, je dirais, qui est l'école Hérole ou l'école spéciale des travaux publics. Disparu des radars parce que j'ai remarqué que dans le guide tout récent des archives de l'enseignement de l'histoire de l'architecture au XXe siècle, les archives de l'école ne sont pas mentionnées, alors qu'elles sont bien versées aux archives départementales du Val-de-Marne, qui sont citées pour d'autres fonds. Ce n'est pas un fonds énorme, mais il y a quand même 644 cartons. Et ça permet en particulier de faire une petite prosopographie de cette école qui est tout à fait intéressante. Avant de préciser les choses, je voudrais dire que si l'école a disparu des radars aujourd'hui, ce n'était pas le cas hier. Et là, vous avez à l'écran un tableau qui est associé à un article que Pierre Vagot publie en février 1937 dans l'architecture d'aujourd'hui. Et pour lui, naturellement, l'ESTP fait partie des lieux de formation des architectes. Et il précise d'ailleurs que l'ESTP donne un diplôme d'ingénieur architecte.
Mais le tableau est intéressant, d'abord parce que, enfin, à plein de titres, on voit que le STP, qui est pourtant de création relativement récente, je vais le dire, a déjà un nombre d'élèves relativement important, que 25% sont des étrangers, et ça, cette dimension internationale, on savait que l'école des beaux-arts était très internationale, mais finalement, les 3 autres écoles la dépassent, puisqu'à ce moment-là, donc il y a un quart d'étrangers à chaque fois, que le STP distribue un nombre de diplômes d'architectes plus important que l'école spéciale d'architecture, et qu'elle a mis en place une amicale qui est beaucoup plus récente, mais déjà relativement fournie. Donc, quelques éléments de chronologie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'école Hérol? Pour ceux d'entre vous qui n'en avaient jamais entendu parler, c'est un cours du soir au départ, et une école par correspondance, l'école chez soi, créée par un conducteur des travaux publics, Léon Hérol, à la tête d'une dynastie, puisque après il y a Marc Hérol, et puis il y a certains d'entre vous qui connaissent sans doute Serge Hérol. Donc ça commence en 91, ça devient une véritable école quand Léon Hérol quitte son travail de conducteur en 1898. En 1903, il s'installe à Cachan, avec notamment une maison de famille pour loger les plus jeunes élèves, et puis des petits pavillons, des petits bungalows autour pour les élèves plus âgés. En 1918, il crée la maison d'édition, et en 1921, il y a la reconnaissance par l'État. Donc c'est assez intéressant parce que l'école, le STP, c'est donc un univers en soi. C'est pas seulement une école, c'est aussi donc des lieux de vie et puis une maison d'édition. Les fiches sont tout à fait intéressantes, et vraiment il y aurait une prosopographie assez fascinante à faire. C'est un recrutement très international, et on voit qu'en fait cette école, elle délivre à la fois une formation de base, mais aussi une formation de perfectionnement. Donc par exemple, si on prend le cas de Julio de Abreu, junior, peut-être fils d'architecte, lui il sort de l'université de Sao Paulo, il est déjà architecte, mais il vient acquérir un complément de formation à l'école. J'ai mis à titre de clin d'œil Mohamed Ali Bayhoum, qui est probablement quelque chose à voir avec Nabil Bayhoum, que certains d'entre vous connaissent peut-être pour son enseignement dans les écoles d'architecture. Lui, manifestement, c'est une formation de base, et quant à le berbérian, le sujet ottoman arménien, lui, manifestement, c'est donc la situation qu'il a en vue, ses bâtiments, et il sort du collège Saint-Joseph de Kadıköy, donc lui, probablement, c'est aussi une formation de base. Et puis, je ne résiste pas, évidemment, à mettre quelqu'un que Marie-Jeanne et d'autres dans cette salle connaissent très bien, Raoul Brandon, qui lui vient suivre les fameux cours de construction du colonel L'Hospitalier, puisque en fait, et c'est d'ailleurs de ça qu'aurait parlé sans doute Hélène Vacher, l'un des points forts de l'école, c'était justement d'apprendre aux architectes à construire, puisqu'ils se murmuraient dans les couloirs que les architectes des Beaux-Arts, ils dessinaient très bien, mais c'était des piètres constructeurs. Donc Raoul Brandon, à l'époque déjà installé avec son agence d'architecture, vient suivre les cours du colonel Hospitalier. Donc une fois, donc un recrutement très international, et puis un rayonnement aussi très international, puisque une fois que les élèves qui sont venus acquièrent leur diplôme, ils repartent chez eux. Là, je vous ai mis 2 cas, par exemple, d'architectes qui ont construit à Tel Aviv après avoir fait une formation à l'ESTP. Les Égyptiens arrivent assez tôt dans le dispositif. Dès 1908, d'après les fiches d'élèves que j'ai pu consulter jusqu'à présent, mais je n'ai pas fait tout le fichier, et je vous ai mis donc pour une première liste non exhaustive de tous ceux sur lesquels je sais vaguement quelque chose, et qui sont donc passés par le STP jusqu'à présent, pour avoir un peu comme ça un portrait, et ça permet notamment de voir qu'il y a 3 principaux lieux où ils interviennent, et j'en reparlerai. Oui,
pourquoi est-ce que les Égyptiens arrivent... alors, pourquoi ils viennent se former en France et ailleurs? C'est parce que la formation qu'ils peuvent avoir sur place est encore limitée jusqu'à la création de l'école des Beaux-Arts. Ils suivent la filière polytechnique, mais l'architecture est relativement présente à Polytechnique. Et puis la deuxième raison pour laquelle ils atterrissent d'une certaine manière le PST est souvent une raison par défaut. C'est tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à réussir le concours de l'école des Beaux-Arts. Et il y a une dizaine d'années dans les archives de l'école des Beaux-Arts qui sont assez fantastiques, parce qu'il y a non seulement les dossiers des élèves, mais il y a ceux qui ont essayé le concours d'admission. Et donc là, on peut voir, hein, et j'en avais repéré à l'époque, certains qui s'y reprennent à 5 fois, mais ils n'y arrivent pas. C'est pas si facile que ça de réussir le concours d'admission des Beaux-Arts. Donc, ils tentent les arts déco, certains arrivent aux arts déco, et puis, alors l'école spéciale, c'est encore un peu une filière différente, hein, et puis ils atterrissent tout simplement à l'ESTP, parce que, voilà, il n'y a pas de concours hein, d'entrée, ou en tout cas, le concours est plus simple. Donc ça, c'est la première raison, et l'exemple que je vous ai donné, l'exemple, c'est Charles Hayrout, d'une dynastie de constructeurs égyptiens, et lui, il aurait bien aimé faire les Beaux-Arts, mais il n'a pas réussi. Mais il arrive quand même à percer dans la presse spécialisée en France. La deuxième raison qui fait que les Égyptiens vont à Hérol, et pas exclusivement à Hérol, hein, bien sûr, il y en a qui sont aux Beaux-Arts, il y en a qui sont aux Arts Déco, c'est que Hérol a une politique très proactive pour attirer des étudiants. Et donc, à partir de 1920, il y a une négociation qui est faite avec le collège des frères à Alexandrie, qui s'appelle à l'époque Collège Sainte-Catherine, et puis qui deviendra le fameux Collège Saint-Marc d'Alexandrie. À partir de 1920, il y a une classe spéciale qui est ouverte à Alexandrie pour préparer les jeunes gens, pour la plupart de nationalité égyptienne, au cours supérieur de l'ESTP, leur permettre ainsi l'obtention, au bout de 2 années d'études en France, d'un diplôme d'ingénieur. Donc, au lieu de passer 4 ans à Paris, on en fait 2 classes préparatoires à Saint-Marc, et puis comme ça, on est préparé. Il y a un accord entre les 2 établissements, et donc, Hérol, c'est une lettre qui date de 1927. Il poursuit: en 7 ans, cette organisation a permis à 29 élèves de venir suivre l'enseignement supérieur de l'école. Alors là, c'est moi qui rajoute toutes sections confondues. Au total, depuis sa création en 1898 et jusqu'en 1927, l'école a formé un total de 51 ingénieurs égyptiens. Je suis heureux de constater que les élèves ainsi préparés par le Collège Sainte-Catherine ont toujours été d'excellents sujets. En poursuivant cette œuvre, le Collège Sainte-Catherine prête à l'ESTP une aide précieuse pour la formation des ingénieurs égyptiens. Donc quelques exemples de carrière. Le plus âgé de tous, hein, c'est aussi une figure tutélaire de la profession. Donc quand je dis le plus âgé, c'est celui qui est entré le premier à l'école, puisqu'il en est sorti diplômé en 1912. C'est le monsieur avec le costume gris foncé qui porte le tarbouche. C'est quelqu'un qui a une carrière d'architecte dans la fonction publique, comme beaucoup d'ingénieurs architectes égyptiens, puisque d'une certaine manière, le fait d'avoir un diplôme étranger leur permettait d'entrer automatiquement dans la fonction publique. Donc, Mustapha Pacha Fahmy, B. Fahmy au départ, Pacha Fahmy ensuite, a d'abord travaillé au sein du service des villes et bâtiments de l'État en Égypte. D'ailleurs, c'est là qu'il a aussi encouragé et mis en place tout un programme qui permettait à des ingénieurs architectes de ce service d'aller faire des études en France dans les différentes écoles. C'est quelqu'un qui a été jusqu'à diriger la municipalité d'Alexandrie et même avoir le portefeuille de ministre des Travaux publics en 1949, tout en étant architecte en chef des palais royaux. Donc c'est une figure très importante. C'est aussi une dynastie d'architectes. Hein. Là, c'est pas parce qu'on est en Égypte qu'on n'est pas dans les mêmes configurations.
tradition. Le père de Mustapha Pacha Fahmy était architecte. Ses 4 fils ont été architectes. Certains d'entre vous les ont connus peut-être parce qu'ils ont fait tous les 4 leurs études en France. Et la dernière, Melda Fahmy, qui est à mon âge, est une architecte installée à Malakoff, qui elle aussi a fait ses études en France. Mustapha Pacha Fahmy avait aussi une très grande affection pour l'école des beaux-arts de Paris, même s'il n'avait pas réussi probablement à la faire, et la tradition veut que chaque année il ait réuni les architectes égyptiens pour faire la tradition du banquet, où apparemment on mangeait et on buvait tout à fait bien. Donc ça c'est voilà une architecture officielle, je dirais. Ça c'est sa maison privée à Alexandrie, et puis une architecte de représentation nationale, puisque Mustapha Pacha Fahmy a fait pas mal de pavillons d'exposition, et notamment celui de la présentation de l'Égypte à l'exposition de 1939 à New York. Un autre, alors donc ça, je dirais l'architecture officielle, l'architecture publique. Un deuxième lieu d'intervention pour ces architectes égyptiens ESTP, ça a été la commande privée, la commande, alors petite commande résidentielle, avec quelque chose auquel nous sommes moins familiers ici, qui est ce qui s'appelait la villa appartement, c'est-à-dire que ce n'est pas des villas unifamiliales, c'est des villas, je dirais, ou trifamiliales, à savoir que c'est des superpositions d'appartements les uns sur les autres, et ça permet c'est la gueule d'une villa, mais en fait c'est du tout petit collectif. Donc Raymond Antonius, qui est d'origine palestinienne, mais qui est famille installée en Égypte depuis un certain temps, et qui est donc un ancien STP, a énormément construit de ces villas appartements au Caire et à Héliopolis. Là, un exemple à Garden City, et son œuvre a été beaucoup diffusée, notamment par la revue El Amara. Alors la revue El Amara, ça veut dire l'architecture, et c'est une revue qui a été, c'est la première revue d'architecture en langue arabe qui a été publiée entre 1939 et 1959. Donc c'est aussi tout un milieu comme ça qui se structure. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que Mustapha Pacha Fahmy a aussi fait énormément de choses pour l'internationalisation de la profession des architectes égyptiens, en participant dès 1933 aux rencontres internationales d'architecture, où il a entraîné un certain nombre de ces jeunes confrères, et ensuite en les poussant au sein de ce qui allait devenir l'Union internationale des architectes. Donc vraiment, bon, et ça démarre d'une certaine manière de l'ESTP, et ça va avec un autre exemple, Edouard Selim Zahaloun, toujours cette même petite commande privée, mais qui quand même, je veux dire, était relativement importante. Un dernier, et je terminerai par là, c'est la commande patronale. En particulier dans les villes du canal de Suez. Alors ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup étudié par ma collègue Claudine Piaton, qui vient de sortir un livre là-dessus. Donc Elie Cohen, là, c'est l'agence du Crédit lyonnais, mais il y a quelqu'un qui a été aussi très important sur les villes, pour les villes du canal de Suez, c'est Henri Roby, donc aussi un ancien ESTP, et qui a notamment beaucoup travaillé à toute cette architecture, enfin, ce logement pour les employés, tous les différents cadres de la compagnie universelle du canal de Suez, en proposant tous ces modèles de logement. Il a aussi, donc lui, Henri Roby a été pendant quasiment 20 ans en charge de l'architecture du domaine public, enfin de la partie, disons, qui appartenait à la compagnie. Il a structuré le service d'architecture. D'ailleurs, les gens, les hautes sphères de la compagnie n'étaient pas tellement d'accord, parce qu'ils trouvaient que l'architecture c'était pas très important. Il a fait rentrer pas mal de jeunes confrères égyptiens au sein de ce service.
service, et puis il a fini par être remercié parce qu'on le trouvait trop fantasque. En tout cas, il s'est retrouvé à faire quelque chose que vous connaissez sans doute tous, qui est à récupérer le projet Paul Nelson, si on peut parler de cette manière-là. Ça, c'est quelque chose qui a été étudié par Olivier Saint-Calbre. Donc Paul Nelson avait proposé un projet très avant-gardiste, je dirais, pour ce pavillon de chirurgie, pour l'hôpital d'Ismaélien sur les bords du canal de Suez. Et évidemment, je dirais, c'est méchant de ma part, mais je le dis quand même, la compagnie n'en a pas voulu, et donc il a dû, c'est Roby qui a dû essayer de faire en sorte qu'un projet, disons, très révolutionnaire rentre dans le cadre d'une modernité de bonne aloi qui ne gênait pas les patrons de la compagnie du canal de Suez. Donc c'est aussi ça, peut-être, que les ingénieurs de l'ESTP apprenaient à faire dans leur formation. En tout cas, la question mérite d'être posée. Merci. J'espère qu'on nous accorde quelques minutes de discussion. Si je peux me permettre de poser la première question à Mercedes, si l'école des travaux publics disparaît des écrans radars, est-ce que c'est pas entre autres dû quand même au fait que Hautecoeur, dans sa réforme de l'enseignement en 40, lui supprime l'habilitation à délivrer un diplôme d'architecte? Est-ce que c'est sensible dans les archives de l'école? Je ne sais pas. Je suis pas encore arrivée aussi loin, mais oui, probablement. Mais oui, puisque après, effectivement, oui, bien sûr. Oui. Mais ceci dit, il y a quelqu'un, une intervenante de ce matin était de l'école. Voilà, peut-être qu'elle peut dire quelque chose là-dessus, si on forme encore des ingénieurs architectes à l'ESTP. Donc, Oriane Bernarguel, de nouveau, et j'étudie bien l'école spéciale des travaux publics en double cursus, architecte-ingénieur. Ce double cursus est réapparu il y a maintenant 8 ans. D'accord. Et il a pour but, c'est de former des architectes-ingénieurs et des ingénieurs-architectes de manière équivalente dans les écoles, à partir des élèves de l'école de l'ESTP et des élèves de l'école de Paris-la-Villette. Les cursus ont commencé avec 10 élèves, 10 élèves de l'ESTP et 10 élèves de la Villette. Et aujourd'hui, nous sommes à des promotions entrantes d'une 50aine de personnes pour environ 25 diplômés à la sortie des 7 ans d'études. Il me semble que c'est une initiative de la Villette, je ne voudrais pas me tromper, il faudrait contacter à ce sujet si ça vous intéresse Jean-Pierre Franca et Monsieur Perrin, je ne reconnais plus son prénom, qui sont Jean-Marie Perrin, qui sont à l'origine, pour une grande partie, de la création du bicursus entre l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-la-Villette et celle des travaux publics. En tout cas, peut-être que pour la partie 1898-1939, on pourrait quand même le signaler dans le guide des sources de l'histoire de l'enseignement de l'architecture. Parce que c'est vraiment, et puis cette dimension internationale est extrêmement intéressante, parce qu'après on peut vraiment étudier des réseaux qui se déplacent, et comme les amicales sont très importantes, voilà, ces gens-là se voient en permanence, donc je pense qu'il y a de la commande qui circule, il y a de l'information qui circule, il y a de la culture technique qui circule, donc je pense que ça serait un très très beau sujet. Donc, le guide des sources qui va être présenté au début de l'après-midi est destiné à être mis à jour, hein, c'était juste... Oui, non, mais c'est... Oui, bien sûr. Moi, j'aimerais bien juste répondre aussi un peu sur cette question, parce que j'ai eu la communication qu'Hélène Vacher n'a pas pu donner aujourd'hui et qui sera publiée finalement dans les actes, mais qui éclaire aussi un petit peu Donc ce titre, alors moi je connais pas, je vais essayer de me faire le porte-parole d'Hélène Vacher, mais ce titre d'architecte, le titre d'architecte a été supprimé par l'ordre des architectes du coup en 1940, donc on a supprimé cette mention architecte du diplôme. Ah, mais parce que Brandon justement a créé le titre d'architecte. Voilà, mais ce que je voulais revenir, c'était voilà, c'est ta plus habilité à être à avoir le par le gouvernement. Alors oui, voilà, c'est ça, mais il y a des pistes, des hypothèses
d'explications que donne Hélène Vacher, c'est notamment par la réussite de l'architecte Louis Clovis Éclis, qui est une figure qui a créé la ceinture parisienne et qui aurait suscité finalement un petit peu des ressentiments des architectes de la SADG par sa réussite professionnelle justement, et qui aurait peut-être joué finalement dans le barrage qui a été orchestré par Pierre Rémory par rapport à cette question du titre d'architecte. Voilà. Donc c'est des choses peut-être plus précisément que vous pourrez lire dans l'article ensuite après publication. On va dire que Éclis n'était pas exactement dans la déontologie Code Gadet. Il était promoteur, architecte et entrepreneur. Oui, mais ça allait bien avec le STP d'ailleurs. Justement, ce qui était intéressant par rapport à à l'actuel ESTP et par rapport à votre présentation, c'est que la notion de réseau national et international est toujours très présente dans l'école. Et contrairement aux écoles d'architecture, cette école d'ingénierie du bâtiment a gardé un registre de tous ces anciens élèves qui peuvent être recontactés jusqu'à leur mort par les... Non, on voit bien, oui. Enfin, moi je l'avais vu juste pour les années avant 39, mais oui, on le voit bien. Par les élèves de l'école d'architecture. Toutefois, j'ai découvert vraiment par votre présentation, une partie de l'histoire de cette école qui n'est absolument pas mise en avant aujourd'hui et qui est totalement absente de leur réflexion autour de leur enseignement. Juste apporter une petite information, j'ai découvert dans les archives du bureau de l'enseignement, des archives nationales, de l'enseignement d'architecture, une demande qui émanait je crois que c'était Hérol encore qui était directeur, pour que, donc après 69, la création des UP, il y ait une UP d'architecture qui vienne s'implanter à Cachan. Voilà, donc ça n'aboutit pas, mais il y avait déjà, j'imagine, le souhait de rapprocher à nouveau l'architecture de cette formation. Ah, mais les Hérol, ils ne renoncent jamais. Voilà. Et puis deuxième petit point, Léon Hérol était le maire de Cachan, oui, voilà, et donc a contribué aussi à l'édification de bâtiments modernes, à partir de la mairie, des écoles, oui, ils sont très implantés localement. Donc il était porteur aussi d'une modernité, en tout cas sur l'architecture. C'est d'ailleurs pour ça que les archives sont voilà. au Val-de-Marne. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou témoignages? Oui, bonjour. C'était une question par rapport aux frères Jacques et Michel André. C'était pour savoir si... donc ils ont des formations très différentes, ils ont des réseaux très différents, mais est-ce que dans les archives de l'agence, on perçoit une répartition des tâches extrêmement nette, notamment, j'évoque ça parce que ceux qui sont formés à l'école des Beaux-Arts sont quand même finalement aussi des techniciens, puisque, j'entends par là dans leur pratique, en tout cas, ils deviennent un peu des techniciens, je l'imagine. Et puis on a vu avec la seconde communication que certains ingénieurs pouvaient aussi se mêler de composition, d'esthétique, et c'est tout à fait normal aussi. Et donc est-ce que dans la fratrie André, on sent une répartition nette des tâches, où on voit Jacques aller vers des questions techniques de temps en temps, et Michel aller vers des questions de composition, ou je ne vais pas dire d'ornementation, parce que leur architecture est très dépouillée, mais est-ce qu'on perçoit des choses comme ça, ou pas du tout ? Oui, je sais que toi notamment tu avais mis à jour le fait que Michel André s'occupait vraiment spécifiquement de tout l'administratif sur les questions du logement social à partir de la fin des années 20, notamment parce que c'était lui qui signait l'ensemble des papiers administratifs par rapport à cette question. En termes de plan, disons qu'il y a une répartition qui s'effectue, en fait c'est plutôt de la main de Jacques André dans l'entre-deux-guerres, et Michel André, on peut reconnaître effectivement, c'est un peu ce que j'ai exposé, plutôt les travaux industriels finalement, où on voit que quand c'est des travaux assez techniques qui n'engagent, je dirais pas de considération esthétique, mais plutôt de la production ordinaire, c'est assez généralement effectivement Michel André qui exécute ses plans. Michel André aussi avec Enel, qui est aussi un ingénieur qui a été formé à Strasbourg, qui rejoint aussi l'agence dans les années 30
Et c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné spécifiquement, mais c'est aussi, ils ont aussi choisi d'avoir un collaborateur qui soit également ingénieur et qui va aussi aider plus spécifiquement sur ces questions-là. Oui, une petite piste a l'air de se dégager à travers 2 ou 3 des informations que vous avez apportées. C'est la piste des gens de l'école centrale. Et comme j'en suis, je pense que c'est... L'enseignement de l'architecture à l'école centrale a été étudié par Françoise Hamon à une certaine période, mais je ne sais pas si ça a été édité, pas tellement édité en fait son travail. Il y a eu des recherches. Le premier exercice que j'ai eu en première année de l'école centrale, c'était un exercice d'architecture qui était professé par Vital. Voilà, père de Françoise Boudon. Mais l'école centrale aussi fait partie de ces écoles qui ont perdu leur habilitation à cause du texte Hautecoeur. Jean-Pierre Pénaud. Oui, une petite précision là, à propos du niveau de compétences constructives à l'école des Beaux-Arts. Il se trouve, les Arts de la Ville a fond qu'on s'est occupé à l'Académie d'une exposition sur Jean-Baptiste Ourlier, qui est un architecte de l'atelier de Fras, qui fait le Grand Prix en 1926. J'ouvre une parenthèse dans mon intervention. Il pourrait être intéressant à propos du travail en collaboration entre les arts, là, de remonter la filière des premiers Grands Prix de Rome qui se trouvent pendant 3 ans ensemble à la Villa Médicis. Et par exemple, Ourlier va être Grand Prix en 1926. Ils accueillent à la Villa Médicis Nicolas Interstellaire en 1928. Et pendant toute sa carrière, Ourlier va collaborer avec Nicolas Interstellaire et René Le Tourneur, qui était Grand Prix de sculpture dans les mêmes années. Donc l'espèce de phalanstère où les gens vivent 3 ans ensemble à la Villa Médicis, là, mais stimulant et fructueux pour ce genre d'amorce de collaboration entre les arts. Et effectivement, Ourlier va faire travailler abondamment Interstellaire, notamment dans des fresques et des vitraux dans les églises de Lorient, l'église de Metz, etc. Je ferme cette parenthèse dans mon intervention. Alors, sur la question de la construction, il se trouve que dans l'exposition, bien sûr, on a, nous, exhibé essentiellement une reconstitution de Sienne au Moyen-Âge, qui était l'envoi de Rome de 3e année d'Ourlier, qui est quelque chose de très spectaculaire. Si vos pas vous portent place des Vosges, là, n'hésitez pas à sonner au 9 et venir voir ça, là, c'est assez stupéfiant. Bref, encore, je dérive continuellement. On a donc dans l'exposition une partie qui est une partie biographique pour restituer quelques éléments sur la carrière d'Ourlier, au-delà de son séjour à Rome. Et notamment, la famille nous a passé de ses archives là, pas mal d'éléments là, qui sont intéressants. Et dans le fonds Ourlier de Tolbiac, les archives de la Cité, vous avez le cours de Ourlier qu'il a suivi, le cours d'Arnaud. Il a passé l'admission, lui, en 1914, Ourlier. Et il a suivi le cours d'Arnaud après, et il est mobilisé, il fait toute la guerre de 14 aussi. Il est blessé, il a des permissions, et pendant ces permissions, il rédige son cahier d'étudiant du cours d'Arnaud. Donc c'est à peu près pendant la guerre, tout au moins dans les années 1919, quand il a été libéré. Mais vous verrez, si vous allez à l'exposition, que
les cahiers, ces notes de cours du cours d'Arnaud ont pour titre Maréchal des logis Ourlier, 65e régiment d'artillerie antiaérienne. Donc il a fait ça étant toujours militaire. Alors vous, si vous êtes un peu curieuse et intéressée par le document, il est accessible aux archives de Tolbiac, et vous verrez qu'en termes de niveau et de calcul de béton, c'est quand même pas tout à fait ce que vous avez décrit, parce que tout le ferraillage y est, tous les calculs d'efforts, etc., sont dans le cours. C'est même impressionnant par rapport à ce qui se vit maintenant dans les écoles. Voilà. Excusez-moi, je t'ai un peu... Non, mais je vous remercie pour cette référence. J'irai voir ces cahiers, ça m'intéresse beaucoup. Je dois dire que moi, pour ma recherche, je me suis appuyée sur des ouvrages secondaires assez généralistes, justement, sur l'école centrale, parce que finalement, j'ai trouvé assez peu de sources sur vraiment le contenu de ces cours sur l'école centrale, et c'est pour ça que j'avais précisé que l'école centrale est vraiment, ils ont un archiviste qui répond à distance aux questions, qui fait des recherches et qui serait à mon avis tout à fait intéressé pour accueillir des chercheurs et vraiment pour étudier plus en profondeur ces questions. Bon, eh bien, on va voir l'expo ou déjeuner, ou les deux. Voilà, on a un buffet qui nous attend, donc en salle 102 comme hier. Sur l'exposition, je vous propose de vous dire quelques mots ici, parce qu'en haut, j'aurai pas de micro, et qu'en plus, on est un peu juste. Donc, je vais vous dire quelques éléments simplement sur la façon dont on l'a faite. D'une part, pour revenir sur le fait que les dessins que vous voyez reproduits dans cette exposition n'ont pas été conservés par l'école. Il n'y avait rien dans les caves de cette école concernant les travaux d'élèves. Je pense que c'est partout dans toutes les écoles comme ça. Donc nous sommes repartis de la liste des élèves que nous avions établie. Nous avons essayé de contacter les familles ou les descendants. Et c'est à travers de nombreux courriers et coups de téléphone qu'a donné en particulier Frank Storm, qui est ici, qui a travaillé avec moi sur cette exposition, qu'on a peu à peu réussi à collecter l'ensemble de ce matériel. Et donc ce sont des dessins qui sont arrivés comme ça par des contacts avec les élèves. Ce que je peux vous dire, et pour tous ceux qui se lancent dans ce type de travaux, faites attention parce que ces dessins, ils sont arrivés ici. Par chance, nous avions un photographe, Bob Fleck, qui les a photographiés. Les familles les ont aussitôt repris. Et on a beaucoup de mal maintenant à essayer de leur dire que ce serait bien de les déposer aux archives. Donc c'est un matériel difficile à collecter et éphémère. Voilà. Donc c'est ça qui est présenté là-haut. Nous avons scindé l'exposition en deux parties. Donc avant 68 et après 68 pour des raisons évidentes. On a encore moins de matériel sur après 68 que sur avant 68, comme vous le verrez. Et ensuite, on a simplement suivi le déroulé des études. Donc il y a les dessins qui concernent l'admission, ensuite ceux qui concernent la seconde classe, et puis ensuite ceux qui concernent la première classe. Vous y verrez les dessins qui ont été faits par Stoskopf quand il a été deuxième, second Grand Prix, avec des dessins qui étaient conservés grâce à Stoskopf, à la famille de Stoskopf, aux archives départementales, et qui là aussi, alors c'est un peu une anecdote, mais je pense que pour tous ceux d'entre vous qui se lancent dans ce type de travail, il faut être un peu préparé à ce type de choses. Ils sont si grands qu'il n'y avait pas de photographe pour les photographier dans la ville de Strasbourg. Donc nous avons dû faire appel au service d'archives de la ville des archives d'architecture de Karlsruhe pour arriver à photographier ce dessin. Ils ont été transportés là-bas puis rapportés. Donc voilà, des multiples problèmes. Donc voilà, ça vous donne un peu le matériel qui a été constitué et la façon dont on peut ensuite l'exploiter. Il y a un petit commentaire que vous trouverez dans le cahier là.